Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bonjour à tous, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée à l'album Panini avec un nom et des titres et sous-titres tellement nombreux que je vais pas tous les nommer, mais bref, on est dans la Haute République, les aventures, donc les numéros un peu pour les plus jeunes un peu, on en parlera tout à l'heure, et le sous-titre de celui-ci était Padawan ou Pirate. Donc, on est dans la phase 2 de la Haute République. Ici, Francis en direct de Québec et fidèle à notre habitude, je rejoins Jean en direct des côtes ouest du Pacifique, mais cette fois-ci, je rejoins John Sparrow, le pirate. Et je salue ton effort, Jean. Captain John Sparrow. Captain John Sparrow. Les gens qui nous écoutent à l'audio ne comprendront pas, mais c'est que comme on enregistre la veille de l'Halloween, c'est ça. Jean est déguisé pour l'occasion dans sans doute son personnage préféré des différents univers fantastiques. Donc aujourd'hui, avant d'aller plus loin, Jean, on va souligner notre partenaire littérature habituel. Donc, Star Wars Littérature Québec, on vous invite à rejoindre le groupe, que vous soyez du et au Québec ou non. Par exemple, John Sparrow est un très bon exemple. On l'a bien accueilli. On l'a à peine comment vous dites en France, un bizutage, là? Bisuté, c'est ça. Il y a une initiation qu'on dit ici. Donc, ça n'a pas fait trop mal, Jean? Ça a été. Et groupe, il faut le mentionner, dont tu fais partie. Hein. C'est pas juste un sponsor ici, tu fais vraiment partie de ce groupe. Donc. Oui, effectivement. Dans le fond, effectivement, j'ai vu la naissance et la croissance du groupe. Donc, des discussions très intéressantes. On vous invite à rejoindre le groupe. Oui. Et si je te demandais un petit WhatsApp rapide, Jean? Rapidement, en lien avec ce qu'on va faire ce soir. Donc, j'ai fini le manga de la phase 2 de la Haute République, donc, qui s'appelle Edge of Balance précédent, qui est une préquelle aux 2 tomes de Edge of Balance de la phase 1, hein, comme toute la phase 2 et la préquelle. Là, centré sur Arloff, si vous vous rappelez bien, le Jedi Master Wookiee qui est maître de l'héroïne de Edge of Balance, du coup. Et c'était génial. J'ai trouvé ça excellent, mais excellent, limite mieux, on va dire. Les Edge of Balance de la phase 1 étaient très bien déjà. Là, ce préquel est vraiment énorme. Ça fait un pont très très intéressant entre les phases 1 et 2. Ça s'imbrique très bien avec les autres œuvres de la phase 2, notamment avec le dernier roman jeune adulte qu'on a fait ensemble, le Path of Vengeance. Les dessins sont très cool si on aime le style manga, évidemment. C'était très bien. Et c'est par l'auteur dont on va parler là ce soir, c'est le même auteur, c'est Daniel Roseholder qui s'occupe du manga. Une très bonne lecture, donc à recommander. Et Halloween oblige, je me suis fait un petit Tales from the Rancor Pit. Donc là, c'est un one-shot comics jeunesse qui a été écrit par Cavan Scott sur le thème horrifique, mais qui est sorti début de cette année-là, en 2023, début 2023. J'étais un peu passé à côté, je me suis dit, vas-y, c'est Halloween, on va se le faire. Et en gros, c'est la même lignée que les fameux Tales from Vader's Castle, là, que tu avais chroniqué avec Louis, si je me rappelle bien, il y a quelques années. C'est un peu c'est le même principe, sauf que là, on est Rancor Pit oblige, on est chez Jabba, dans le palais de Jabba. Et voilà, c'est un changement d'éditeur. Donc les Vader étaient faits par IDW. Là, le Rancor Pit est fait par le nouveau éditeur, l'ancien nouveau éditeur Dark Horse. Très intéressant. Pour les plus jeunes, c'est super. Il y a 3 petites histoires indépendantes. C'est une anthologie en fait, qui est basée sur des petits trucs horrifiques qui se passent dans le palais de Jabba. Donc c'était très bien. Donc à recommander aussi le Tales from the Rancor Pit.
Évidemment, ben, c'est très à propos comme WhatsApp, Jean, parce qu'on est un peu dans la même série. Là. On est dans Star Wars Les Aventures aussi. Hein, maintenant, c'est chez Dark Horse là, au lieu de IDW, mais tout ça pour dire qu'on souvent c'est les mêmes dessinateurs, le même niveau de lecture, on va appeler ça comme ça. Là. C'est quand même un public cible un peu plus jeune. Fait qu'il ne faut pas vous attendre à quelque chose d'extrêmement horrifique là, Non, pour adultes. Là. On est quand même dans l'amusant. Oui, parce que les Vader's Castle étaient aussi des spin-offs des Star Wars Adventure qu'on avait auparavant. Donc ça reste jeunesse, oui. Excellent de mon côté, c'est très mollo. Je suis sur la fin de l'écoute là, du roman sur Kira, donc Crimson's. J'ai juste Crimson's Reign en tête, mais là c'est Crimson Climb. Donc, autrement dit, je ne sais pas comment ça va être traduit. L'escalier roulant de rouge. Non, mais bref, sur Kira qui monte les échelons là, de Crimson's Down, de l'Aube écarlate en français. Et je redécouvre avec Louis, mon plus jeune, c'est mis l'épisode 7. Donc, début, quand on retrouve Anne et Chewie qui capturent Rey et Finn là, dans le Faucon Millennium, bref, c'est ça. Mais on est dans la redécouverte de l'épisode 7, c'est joli. Ah, super. Et le jeune public doit bien accrocher, je pense. L'épisode 7, c'est un épisode bien rythmé. Ouais, c'est comme tout, hein, comme on dit souvent, la prélogie a eu sa génération de Clone Wars, Rebels, etc. Fait que la postlogie, c'est un peu la même chose. J'imagine on va être traité de grincheux et de malvenus dans quelques années par des gens qui vont adorer Finn, Rose et Rey et Poe, évidemment. Donc voilà pour le WhatsApp. On peut peut-être rappeler rapidement de vous réabonner, ceux que ce n'est pas encore fait, à nos réseaux, surtout ceux de Meta, donc Star Wars en direct podcast et SW en direct sur Instagram. Comme vous voyez les noms là, à l'écran. Et ceux qui nous écoutent à l'audio, là, comme on vous rappelle, on a perdu la totalité de nos abonnés des différents réseaux là, de Meta suite à la grande purge de tout ce qui s'appelait Star Wars. Donc voilà, merci de vous réabonner. Sur ce, Jean, on va passer en hyperespace, après on pourra attaquer notre sujet principal. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour, donc, comme je disais tout à l'heure, là, je vais essayer de dire le titre au complet. Là. Ça va être le défi de la journée. Parce que c'est ça, là, à force d'ajouter des sous-titres chez Lucas, c'est pas la faute à Panini. Là. Mais bon, voilà, c'est Star Wars, La Haute République, Les Aventures, phase 2, et là, c'est le volume 1. Voilà. Et j'ai même oublié d'écrire dans le ruban que vous voyez à l'écran, mais il faut même ajouter le sous-titre de cet album-là, comme j'ai dit en intro, qui s'appelle Padawan ou Pirate, point d'interrogation. Donc voilà, un album sorti chez Panini récemment, je crois que c'était fin septembre celui-là, toute dernière semaine de septembre. Contient 4 comics, là, c'est les 1 à 4 sur une série de 8, donc c'est le premier album cartonné sur 2 qui va sortir. On est avec un 112 pages, 18 €. Chronologie, bon, on est dans la phase 2, donc en moins de 382. Scénario, tu l'as dit tout à l'heure, Jean, Daniel Rosé-Holder, qu'on est habitué on en reparlera, là, mais on est habitué. Et du côté des dessins, on a Tony Bruno et aux couleurs Michael Attiyeh. Je prononce sûrement très mal, voilà. Au moins Michael, quelque chose comme ça. Ça, on ne doit pas être si loin. Donc, si je te demandais, Jean, de nous faire un résumé expéditif quand même de cet album-là, il faut dire que c'est juste 4 numéros, puis en plus, c'est catégorie un peu jeunesse, là, dans ce temps-là, c'est quand même légèrement moins condensé quand même en événement. Oui, d'accord, résumé direct. Donc on va spoiler la totalité du tome, hein, donc si vous avez prévu de le lire, allez le lire avant de nous écouter. Oui, tu fais bien de le dire, je ne l'ai pas mentionné, un petit avertissement spoiler. Oui, voilà, petit avertissement spoiler. Donc on commence, on nous introduit direct dès la couverture du tome, hein, c'est la jeune padawan Sav Malagan, 15 ans, qui est en poste sur Takodana, mais qui aime bien traîner chez les pirates dans le château de Maz Kanata, la reine pirate. Sav va s'allier à Dexter Jetster, qu'on connaît bien, et l'inspecteur Raph, et qui vont essayer de débusquer un groupe de criminels, les Dunk Gracks,
qui veulent, eux, se débarrasser à la fois de Maz et des Jedi pour régner sur Takodana. Donc beaucoup de bastons, les héros gagnent évidemment, ils vont rapporter l'info à Maz Kanata, et Sav va intégrer l'équipe de pirates de Maz, quoi, sans que personne, à part Dex, et peut-être Maz en fait, elle ne sache que en fait, Sav est une padawan, en fait, ça, elle garde ça un peu secret. Les pirates menés par Maz vont aborder le spaceship des Dank Grax qui eux essaient de s'échapper de la planète. On nous introduit donc les membres de ce groupe pas de pirates du coup, les pirates c'est Maz, de bandits, de gredins. Donc il y a le leader géonosien Akrik Von qui est force sensitive, il y a une Zabrak Saya qui est aussi force sensitive, il y a un Mun qui s'appelle Drn, comment ça se prononce, je sais pas, il n'y a pas de voyelle dans son nom, et la tarée Lavalox. Donc pendant qu'ils sont à l'extérieur du vaisseau, dans des vectors, l'équipe de Maz va infiltrer le vaisseau des méchants, et les méchants à leur tour vont aborder le vaisseau de Maz. On a une petite bataille spatiale là, et les Grax vont s'échapper à bord du vaisseau de Maz. Et ça, c'est à la fin du tome 2, où Maz aussi va deviner qui est réellement Sav, hein, qui est une padawan, le fait qu'elle soit Jedi, tout ça, quel est son maître. En fait, Maz savait tout. Ensuite, on continue avec Sav, qui s'explique à son maître, qui n'est pas du tout content de sa fugue, entre guillemets, hein, une espèce de fugue de Sav avec des pirates, quoi. Il y a le petit animal, là, le petit pet de Maz Kanata, une espèce d'alien éléphant, là, qui est resté dans le vaisseau de Maz et qui va les prévenir de leur localisation. Les Grax, donc Akrik et Saya, beaucoup de K dans les noms, hein, dans les noms propres, sentent sa présence, mais veulent justement retrouver Maz. Donc on va vite faire. Ah, on va aussi vite voir. Allez, c'est une petite intrigue parallèle, on parlera ça après le résumé peut-être. Et les origines de Halak et Koyet-Chan, qui sont deux des pirates en fait, une espèce d'origine story qui n'est pas vraiment importante pour l'intrigue, mais bon. Non, on va plus se focus sur les Grax et les pirates qui vont se rencontrer sur une planète un peu, comment t'appelles ça, dépotoir, quoi, une planète junkyard. Ouais. Pendant que les pirates sont en reconnaissance, Maz, qui est resté dans le vaisseau, se fait capturer par les Grax, et les pirates vont partir à leur poursuite. Sav va avoir alors comme idée, pour sauver Maz, de faire partie des membres des Grax, vu que c'est la seule membre des pirates qui n'est pas connue des Grax, quoi. Donc à la fin, le dernier numéro, donc, Sav va donc proposer aux Grax de devenir un de leurs membres. Elle va donc passer des Trials of the Grax, le test des Grax, et faire partie de l'équipage au final. À la fois en inventant une backstory où elle aurait tué le maître Jedi Terra Sinube et récupéré ses lightsabers, mais aussi en prouvant au clou qu'elle est encore force sensitive, comme certains d'entre eux, et plutôt douée en combat, quoi. Dès qu'elle est nommée membre honoraire des Grax, Saya, qui est la Zabrak, qui est à peu près le même âge, hein, une quinzaine d'années, que Sav, elle est toute contente d'avoir quelqu'un de son âge dans sa compagnie, elle va lui faire visiter le vaisseau, tout ça, et va lui révéler quelques infos surprenantes, par exemple le fait qu'une certaine guerre est sur le point de se déclencher sur Jeddah. Et Sav va transmettre ces informations aux pirates de Maz et se rendre sur Jeddah, où en effet la guerre vient de se déclarer. Voilà le petit résumé du tome. Guerre, ou en tout cas bataille du moins, la bataille de Jeddah, évidemment c'est là qu'on se rattache au reste de l'histoire de la Haute République. C'est ça. Excellent, merci Jean. J'ai montré là, à l'écran pendant le résumé quelques extraits au niveau style de dessin et du personnage. Tout ça déjà, on peut mentionner que c'est un personnage qu'on connaissait déjà de la phase 1, donc, mais qui dans la phase 1 était adulte, mais qui était aussi sur Takodana déjà. Donc, il y avait une relation très, très amicale avec Maz Kanata. Donc, c'est ça. On découvre un peu les origines de cette relation-là. Et j'ai montré aussi à l'écran là, les couvertures des 4 numéros que j'aime bien malgré le fait qu'on retrouve, c'est pour ça que j'en parle tout de suite, on retrouve le même dessinateur qu'à la première phase. On en avait discuté même d'ailleurs avec est-ce que c'est là qu'on en avait discuté? Avec Aurélien Vives de chez Panini, je crois que oui. Hein. Ouais, Aurélien, il était venu pour le tome 1 de la phase 1, donc le premier des 3 tomes de la phase 1, et c'est déjà ce dessinateur-là, Harvey Tolibao, qui était au dessin. Et effectivement, Aurélien et moi avions adoré ce style de dessin. Toi et Tom, vous étiez un peu plus mitigés. Ouais, soit on n'aime pas. Hein, je pense que c'est vraiment là. Mais bon, c'est vraiment que les couvertures. Là, donc, c'est pour ça que je passe rapidement sur ça. Mais couverture très belle, surtout au niveau couleur, je trouve que c'est très accrocheur. Ça donne envie de l'acheter, de le lire. Sinon, est-ce que tu veux qu'on parle scénario en premier, dessin en premier?
Comme tu veux, comme tu veux. Allons-y, on va rester dans l'artistique. Allons-y avec les dessins de. Je vais remettre à l'écran les informations de Tony Bruno. Tony Bruno, qui sont pour le moins. Ben, en fait, c'est quelqu'un d'assez connu, assez habituel dans les aventures, là, les Star Wars Adventures, maintenant chez Dark Horse, avant chez IDW. Donc, on n'est pas dépaysagés. Par contre, pour les gens qui c'est leur premier comics, on va dire jeunesse qui lirait, je dirais que c'est un style quand même assez, peut-être on pourrait dire cartoon, un peu. Très cartoon, très cartoon. Ouais. Mais on s'y fait assez vite. Moi, c'est ça. Moi, je suis ambivalent, on va dire. Je déteste pas, mais j'adore pas dans le sens que. Mais tu sais, il y a puis je voulais montrer cet extrait-là là, à l'écran. Il y a du détail. On peut pas dire, tu sais, c'est pas comme si c'était plein de vide là, parce qu'il y avait manqué de temps, tout ça. Il y a du détail, mais c'est dans un style un peu cartoon. Donc, voilà. Mais, je suis d'accord avec toi sur tout ce qui est décor et environnement et même vaisseau et tout ce que tu veux. Par contre, au niveau des personnages, en fait, voilà, je vais mettre les pieds dans le plat directement. Pour moi, le dessin, comment il s'appelle, Tony Bruno, c'est ma plus grosse déception du tome, en fait, et ma plus grosse critique vis-à-vis de ce tome, en fait. Oui, comme tu l'avais dit un peu plus tôt, Harvey Tolibao, le dessinateur de la phase 1, j'étais fan, quoi, j'avais adoré sa proposition. Et dans le dernier tome, donc le tome 3, de la première phase, Tolibao et Bruno s'étaient partagé également le tome, donc moite-moite. Tolibao avait fini l'arc un petit peu qui était axé sur les personnages principaux des aventures, et Tony Bruno avait commencé déjà, tu parlais de ce personnage de Sav qui était déjà présente, et Sav était apparu avec Tony Bruno. En fait, Tony Bruno continue sur ce personnage-là, suite au tome 3 de la phase 1, et j'étais très très déçu parce que justement, en comparaison, on a les couvertures du dessinateur que j'aime bien, entre guillemets, qui sont excellentissimes et qui subliment le personnage de Sav. On en parlera plus dans le scénario, mais le personnage de Sav que j'aime beaucoup. Mais les dessins de Tony Bruno, je trouve qu'ils gâchent vraiment, vraiment le style du personnage. En fait, là, tu montes la couverture du numéro 3. Enfin, c'est ouf, quoi. Même la couverture il faut avouer que c'est épique. Celle-là, c'est vraiment épique. Ah ouais. Et j'aurais aimé voir ce personnage dessiné à l'intérieur par Tolibao et par Bruno, parce que Bruno, c'est très sympa, c'est cartoon, c'est très jeunesse, mais par exemple les splash pages, il y a pas mal de splash pages, et puis si tu te rappelles de Tolibao, ces splash pages c'était des tableaux. Même si on n'aimait pas trop l'art du truc, il y avait des particules de partout, ça sautait les coups de cheveux qui volaient dans le vent, c'était magnifique. Et là, il y a des splash pages dans ce tome-là, et Bruno, il y a c'est plus statique. Effectivement, c'est plus statique. C'est ça, plus statique, Donc, puis, même pour la colorisation, ça laisse quand même moins de place à quelque chose de très nuancé, grandiose, tout ça. Là. Bon, c'est un style plus cartoon, donc évidemment, on est avec des couleurs un peu plus fermes là, pour chaque élément, on va dire. Bref. C'est pas moche, hein. Ça reste pas moche. C'est pas non, on rabâche le George Gentil, c'est pas du George Gentil, ça reste très propre. C'est très générique des Star Wars Adventure. Des autres séries là, classiques, on va dire. Là. Exactement. Excellent. Puis côté scénario, tu l'as dit, on est avec Daniel Roseholder, qui lui aussi avait apporté ce personnage-là là, dans la première phase, qui lui aussi avait écrit les Star Wars Adventure de la première phase, qui est un habitué là, du canon, mais aussi, bon, il fait partie du comment on dit quand ils sont 5, un quintet là, du projet Luminous là, qui est devenu la Haute République. Maintenant, il s'est ajouté quelques autres auteurs, mais le vilain petit canard quand même, hein. C'est un peu celui qu'on aime le moins. C'est le maillon faible. Le maillon faible de mon point. Justina Ireland aussi. C'est vrai. Bon. On va dire Execo en dernière place. Mais c'est ça, qu'il y a quand même tout un palmarès là, et qui, dans ce cas-ci, je trouve que même par rapport à la phase 1, on reprendra des éléments du scénario, mais globalement, je trouve que c'est le plus jeunesse marqué vraiment. Jeunesse, si on avait identifié un public cible exact, là, évidemment, Dark Horse le fait sur son site, là, mais je veux dire, nous, c'est plus jeune qu'à la phase 1.
pour plein d'éléments, que ce soit l'histoire, le développement de personnages, la structure de l'histoire, puis le rythme. Ça va extrêmement vite. On passe du coq à l'âne sans arrêt. Comme tu dis, le personnage principal qui saute vraiment des étapes. C'est très, très rapide. Et c'est pas un accident, c'est intentionnel. Ça va avec le style du médium. Mais voilà. Je sais que tu as mentionné dans le résumé, il y avait le petit côté, moi aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, l'espèce de backstory d'un des personnages que, pour l'instant, avec juste cet album-là, on ne comprend pas qu'est-ce que ça vient faire là. C'est un peu à part, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, un père et sa fille là, qui venait, comment on pourrait résumer ça, qui venait d'une race, une tribu là, de meurtriers sanguinaires, que quand les jeunes filles devenaient adultes, ça devenait des tueuses professionnelles, tueuses en série, je ne sais pas comment il faut le dire, d'une espèce de gang, c'était les Crânes Rouges, si je me souviens bien, le titre, quelque chose comme ça. C'est ça, oui, c'est les... Oui. J'ai plus le nom, ça va me rappeler. Il me semble que c'est Red Skull ou quelque chose comme ça. Mais tout ça pour dire que lui, c'est ça, pour éviter que sa fille devienne elle aussi, là, comme la mère, comme le reste de la famille, il va kidnapper l'enfant, s'enfuir avec. Et j'ai trouvé ça étrange parce qu'on laisse entendre qu'il a peut-être exterminé le reste de la famille, mais c'est pas précisé. Ça dit juste on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Ouais, c'est ça. On les retrouve après bien plus tard, mais il n'y a pas plus d'informations sur eux. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est ça en fait. Puis je reviens, mais ça c'était très intéressant ce petit côté-là. Mais je reviens sur l'aspect. C'est vraiment un album que seul, je vois pas l'intérêt. En duo, par contre, tu sais, c'est ça, c'est que c'est une série de 8 que je trouve se sépare très mal en 2 parties. Je comprends que c'est des questions aussi de choix marketing, là, entre vendre un album de 4 numéros ou vendre un album de 8. Peut-être que pour les plus jeunes, 8, ça aurait été un peu volumineux, ça aurait peut-être été rébarbatif un peu. Mais moi, honnêtement, j'essaie de m'imaginer plus jeune lire ce numéro-là et arriver à la fin, est-ce que je veux absolument lire la suite? Est-ce qu'il y a un cliffhanger de fou que ça me prend absolument à la suite, là, comme on aime à la fin de soit de comics ou de BD? Je suis pas sûr. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, pour revenir sur ça. Durant tout le tome, pas vraiment. La fin numéro 1, 2, 3, les cliffhangers sont relativement convenus, on va dire. Mais j'avoue que le cliffhanger du tome, donc du numéro 4, m'a beaucoup plus hypé. Le fait de retourner sur Jeddah. Parce qu'en fait, le truc, c'est que d'un côté, je trouve que ce tome peut très bien convenir à la cible principale, c'est-à-dire les jeunes, quoi. Les jeunes enfants, ils pourront passer un très bon moment en compagnie de Sav. Je trouve que c'est une personnage, un Jedi très intéressant à suivre, très stylé. Elle a un super sabre, elle a un design plutôt original avec cette espèce de chapeau un peu japonais. Là, c'est vraiment très très stylé. Les aventures sont intéressantes. Il y a des rebondissements et de l'action. Il n'y a pas trop de dialogue, donc c'est vrai que ça se lit vite. Donc pour la cible, je pense que c'est bon. Et justement, c'est pas lié plus que ça à la phase 2, à toutes les œuvres qu'on a fait d'ici là, qui s'intriguent les unes dans les autres et tout, et qui peuvent perdre un peu les lecteurs. Là, tu t'ouvres ça, tu commences, t'as cette aventure de ce personnage, jusqu'à la fin du numéro, où là, ça se rattache à la phase 2. Et pour les complétistes un peu débiles comme nous, je t'avoue que moi, j'étais très très content de reconnecter avec l'intrigue principale de la bataille de Jeddah, la Forever War, tout ça, quoi. Donc c'était très très cool. La première, pas la première partie, mais dans le sens qu'effectivement, le reste de l'intrigue, c'est du très convenu, très bon. C'est pas inintéressant, c'est pas inintéressant, mais c'est pas passionnant non plus, quoi. C'est juste une petite histoire de ce personnage-là. Voilà. On va dire ça comme ça. Et de Maskanata, qui ceux qui l'aiment beaucoup comme personnage, là, elle multiplie les apparitions dernièrement. On en a parlé encore récemment dans Han Solo et Chewbacca. Hein. Ouais. Et là, c'est un rôle. Hein. Les deux caméos, entre guillemets, les deux guests, c'est Maskanata et Dexter Jester. Et c'est vraiment, c'est plus que des caméos. Ils ont vraiment un rôle dans l'intrigue, les deux, et ça faisait plaisir de les revoir. Ouais, on l'a, c'est ça, on l'a peut-être. Est-ce qu'on l'a mentionné, là, Dexter, c'est le fameux personnage dans l'Attaque des clones, donc à 4 bras, là, un alien à 4 bras, que Obi-Wan Kenobi va dans son dinner, là, c'est le cuisinier je pense que ça s'appelle chez Dex, hein, il me semble, le nom du dinner.
Ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, un dinner, c'est un petit restaurant d'ouvriers, on va dire, là, très, très simpliste, un comptoir et des bancs, quelques banquettes. Mais bref, c'est un personnage assez récurrent aussi dans les séries Star Wars Adventure. Donc, dans les séries de comics jeunesse, là, j'ai l'impression, il me semble on l'a beaucoup retrouvé. Puis, on l'a même retrouvé aussi dans un roman. C'était-tu un roman jeunesse? Il y avait les deux, il y avait le jeunesse Padawan, et il y avait, oui, c'était leur première rencontre, et il y avait Brotherhood, qui est un young adulte, un adulte, je sais plus. Ok, ouais, encore avec Obi-Wan, ouais. Avec, voilà, donc oui, dès qu'il y a Obi-Wan, t'as Dexter pas loin. Mais tu vois, c'est pour ça que j'hésitais, parce que Padawan, on savait plus si c'était un jeune adulte ou un roman jeunesse, tellement que ça avait la structure d'un roman jeunesse. Je crois que c'est un jeunesse, hein, Padawan. Je crois. Ouais, il sort bientôt, d'ailleurs, en français, si je ne me trompe pas. Fait qu'écoute, si on revient à celui-là, est-ce que tu avais des éléments du scénario à ouais. Ben oui, en plus de ça, moi je rajouterais le groupe des pirates de Maz, comme les ennemis, en fait, les Dunk Grax. Tu vois, c'est des personnages inédits et c'est quasiment tous des aliens, donc ça c'est très très cool, des aliens très variés. Ouais, et j'aime beaucoup leur design avec dans le style Tony Bruno, hein, donc ça va pas être non plus fifou quoi, mais ouais, j'aime bien leur style. J'aime beaucoup ce que fait Holder concernant la fille Zabrak. Saya, qui va se lier d'amitié avec Sav et qui va devenir un peu sa meilleure amie, machin. Il y a une bonne relation qui est en train de se créer entre elles et je trouve ça bien. Il avait déjà fait là, pour quelqu'un qui était après étranglé d'autres personnages, puis tout de suite après à des réactions très très enfantines. Oui. C'est bon. Ouais. Ouais, moi j'ai bien aimé. Des personnages très. Ces deux gangs-là, là, c'est des personnages très comiques. Hein, donc, des parties robotisées, des cyborgs un peu. On a un petit côté dans l'intrigue aussi là, qui s'entrevolent chacun leur tour le vaisseau de l'autre. Donc, à chaque fois, ils laissent le vaisseau presque sans surveillance. Et là, l'autre équipe vient le voler. Eux récupèrent l'ancien. Bref, bon. C'est ça. On est dans du comics jeunesse. Ça. Il y avait un petit disclaimer, une petite correction que je voulais apporter aussi, concernant la Zabrak Saya, qui nous apprend que le vaisseau des Dunk Grax, justement, est de technologie TUND, T-U-N-D, et justement, dans le podcast sur le tome 1 de la phase 2 du comics adulte, quoi, j'avais mentionné le fait que j'arrivais pas à trouver, il mentionnait les Sorcerers of the Tund, j'avais mal lu. Et en fait, c'était Tund, et je pensais que Tund, ça voulait dire un truc en anglais, et je trouvais pas la traduction. Et non, Tund, c'est bien un lieu, c'est une planète en fait. Okay. Et du coup, les sorciers de Tund, c'est les sorciers qui habitaient Tund, et c'est une planète d'ailleurs, Legends, qui a été recanon encore. Bon. C'est comme les sœurs de Datomir. Voilà, en gros, c'est un peu ça, quoi. C'est un groupe de sorciers. Ouais, on est très dans. Évidemment, aussi, encore une fois, on est dans le jeunesse, hein, fait qu'on est dans des personnages où à peu près tout le monde utilise la force. C'est vrai qu'il y a beaucoup de force. C'est carrément des gangs de pirates utilisateurs de la force. Mais leur vaisseau ne peut marcher que si tu es force sensitive, apparemment. J'ai pas une technologie. Ouais, ça c'est très Haute République aussi. Hein. On avait ça aussi dans la phase 1 là, pour les Jedi. Donc, bon. C'est quand même. Ça connecte avec le reste. Mais moi, je suis comme toi. Dans un sens, j'étais quand même content qu'on rattache à la bataille de Jedha, au reste de la grande histoire. Parce que sinon, c'est ce qui me semblait un peu... c'est ce qu'on disait aussi, le fameux épisode dont tu parlais tout à l'heure avec Aurélien Vives, sur la première phase. Ce qui était bien, c'est que pour une fois, les Adventures étaient une histoire linéaire continue et se rattachaient beaucoup à autre chose. Ah oui, c'était beaucoup lié. Alors que là, en 4 numéros, à part, oui, c'est un personnage qu'on avait dans la phase 1. Ça s'arrête pas mal à ça. Même chose avec Maz Kanata, donc fait que voilà. Reste à voir ça va être quoi dans les 4 prochains numéros. Alors je sais pas si toi tu les as lus, on va pas spoiler là, mais du coup c'est pas mal. Les 4 prochains en numéro par numéro, je les avais lus. Ouais, ça rachète le premier volume, je trouve. Ouais, franchement ça vaut le coup, ça vaut le coup de commencer par celui-là, de bien découvrir les persos, parce que tous ces personnages de pirates et de bandits, de Grax, là, ils reviennent dans le tome 2 et c'est très intéressant, j'aime beaucoup le tome 2 aussi. Et donc on parlait de la bataille de Jedha, mais il y a aussi une info relativement importante, on apprend que dans ce tome-là, du coup, dans le tout dernier numéro, que Akrik, donc qui est un peu le chef des Grax, est de mèche avec le Path of the Open Hand, du coup, pour démarrer la guerre sur Jedha. Donc, il y a ça, il y a cette mention là aussi vite fait. Donc, et c'est mentionné comme si c'était une information pas importante. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est ça. C'est comme on disait tantôt, c'est une question de niveau de lecture. Il faut quand même pas bouder le plaisir. C'est le risque avec les traductions
en France, même si c'est loin d'être une critique négative, là, dans le sens où moi, tout ce que j'achète, c'est en version française. Mais c'est le risque, je trouve, que la frontière entre les niveaux est ténue. Là. Tous les jeunes adultes sortent aussi chez Pocket. Là, les Adventures sortent aussi chez Panini. Bon, je peux comprendre que quelqu'un qui n'est pas conscient de cette distinction-là dans les versions originales anglaises trouve ça étrange là, à quel point d'une œuvre à l'autre, on n'a pas l'impression d'être le bon public cible. Là. Mais bon, ça c'est un... Puis chez Panini, il avait fait les côtés de couverture d'une couleur différente aussi, fait que c'était déjà ça, là, au moins... je me souviens plus comment on l'appelle. Là. Il y a la première de couverture, la quatrième, là, le côté, la bande, je ne sais plus c'est quoi. Mais bon. Autre chose à ajouter rapidement, Jean? Pas vraiment. Là, je viens de retrouver, là, voilà, tu parlais donc de ce fameuse secte, quoi, les Scarlet Skulls, voilà, que ça s'appelle. Scarlet Skulls, ok. Ouais. Voilà. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est un groupe, enfin un culte plutôt, donc composé d'enfants meurtriers qui se coupaient la langue, et c'est assez trash quand même, qui se coupaient la langue et se tatouaient donc une espèce de crâne rouge sur le visage. Et donc ce groupe-là, il a déjà été créé et mentionné par Daniel Roseholder dans son roman Midnight Horizon, qui était le dernier roman de la phase 1, si on se rappelle bien, qui nous avait plus vite fait, mais sans plus, quoi. Et qui réutilise ce groupuscule-là dans ce roman. J'avais pas fait le lien. Et ouais, dans le roman, si je me rappelle bien, je crois que l'héroïne et son groupe vont justement se infiltrer une espèce de meeting, là, de banquet, en se maquillant en membre du Scarlet Skulls, en se tatouant. Ok. Voilà. Tu vois, c'est très... tu vois, c'est furtif. Ça m'était... c'était disparu de ma mémoire. Voilà, tu l'as réactivé. Et justement, dans ce comics-là, tu vois, tu as juste une case où quand il parle justement dans ce flashback sur ces deux personnages, tu vois un peu le design de ces enfants-là. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser à des films d'horreur genre Children of the Corn, tu vois, avec des espèces de tenues noires et de chapeaux très fins, très plats, avec le tatouage rouge, donc ça fait très rouge et noir. Et ouais, ça faisait très. Leur design était très cool. C'est juste une page là, dans le comics, là, mais ouais. Ouais, juste une case même. Mais c'est très flippant, ça faisait plaisir. Donc il y avait ça. Et puis, ouais, après j'avais 2-3 mentions, mais une mention super intéressante par contre, la race de Save. Donc c'est les Kyuzo. Et les Kyuzo, je te rappelle bien dans l'épisode 7 justement que tu redécouvres avec tes enfants, au tout début de la sortie du film, il y avait les merchandising qui étaient sortis, et il y avait un des personnages qui s'appelait Constable Zuvio, qui était aussi de la même race que Save. Avec les premiers scandales de la postologie. Voilà, parce que c'est un personnage que tu ne vois pas dans le film, qui a été coupé au montage. Si qui a eu droit à des nouvelles, à toutes sortes d'autres contenus, là, mais ouais. Voilà, mais c'est un design vraiment très particulier où tu vois tous ses yeux et tout, juste ses yeux comme ça, qui est caché par une espèce de foulard, est un espèce, le même chapeau qu'à Saf, quoi. C'est des Kassa, ça s'appelle. On en avait un aussi, chasseur de primes, si je me souviens bien, dans The Clone Wars, de la même race. Ah, ok, d'accord. Tu sais, il se promenait avec son chien, là, il y avait justement un grand chapeau métallique comme ça. Là. Ah, c'est très très stylé. Ouais. À moins que c'est une race similaire, là. Que je me méprenne. Qui porte un chapeau similaire. Et Kyuzo, alors Kyuzo, c'est vachement intéressant comme fun fact, ça. C'est un hommage à l'un des 7 samouraïs du film Seven Samurais de Akira Kurosawa, donc qui n'est autre que le film préféré de George Lucas, quoi. Là, donc le lien est intéressant, je trouve. Tu as eu droit à pléthore d'hommages dans le canon Star Wars et dans les légendes aussi, mais dans le canon, on a un épisode de Mandalorian, entre autres. Là. Oui, complètement. Oui, c'est vrai, il y avait ça. Mais de toute façon, les 7 samouraïs, en fait, les 7 samouraïs ont vachement inspiré George Lucas dans la création de Star Wars. Et George Lucas et énormément de cinéastes aussi. Je crois que 7 samouraïs, c'est un des films les plus marquants, les plus inspirants, influençants de toute l'histoire du cinéma, quoi. Et d'ailleurs, si tu me permets, là, j'ai une petite reco à faire. Si les 7 samouraïs vous intéressent, moi, je vous conseille d'écouter un podcast qui s'appelle 24 FPS, qui est hosté par Jérôme, qui est un ancien... il avait fait quelques chroniques sur Star Wars en direct il y a longtemps. Et donc là, dernièrement, il y a quelques mois, ils ont fait un épisode des 7 samouraïs, ça dure 5 heures. Donc si vous êtes fan du film, il y a plein d'anecdotes sur la post-prod, sur l'héritage de ce film. Allez l'écouter, c'est super intéressant. Évidemment, il y a des liens avec Star Wars dont il fait mention. Donc 24 FPS, les 7 samouraïs, très très bon ça comme podcast. Voilà.
Excellent. Fait que si je te demandais, Jean, la partie qui peut être difficile, moi aujourd'hui, ça va être un peu difficile quand même, de noter cet album-là. Et oui, parce que si je prends juste comme ça, moi le dessin m'a pas plu. L'histoire, elle est pas vraiment faite pour nous. Enfin, elle est relativement simpliste. Elle est pas vraiment intriguée dans la phase 2. Donc voilà, la note que je lui mettrais moi pour un vieux fan aigri, ça serait 14 sur 20. C'est pas mauvais, j'ai pas détesté comme tu aimes dire. Mais pour un public plus jeune, je pense que franchement, ça pourrait peut-être monter jusqu'à 16-17, quoi. C'est quand même très agréable à lire et c'est très entertaining, là, donc ça pourrait le faire. Mais moi, je reste quand même sur un 14. Mais vraiment, tu aurais eu Tolibao au dessin, j'aurais mis facile 2 points de plus, quoi. Voilà. Écoute, moi, je vais rappeler, parce que les gens vont trouver que je suis très sévère, je vais rappeler que pour ceux de la phase 1, donc la même série, là, les aventures, mais pour la première phase, j'avais donné un 10 sur 20, 50% là, au premier volume, et un 12 sur 20, un 60 pour le deuxième, qui m'avait plus plu. Fait que cette fois-ci, je vais lui donner entre les deux, un 11 sur 20. Écoute, je suis désolé, mais on a tellement d'autres exemples, justement, entre autres, de contenu jeunesse, mais que je trouve tellement mieux, à la fois dessin et encore plus scénario. Les gens savent que Daniel Rose Holder, c'est pas mon préféré, mais c'est pas avec cet album-là qui se rachète. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. On a connu pire, mais j'ai pas détesté, mais... Et voilà. Tu l'as sorti. C'est pas si loin. C'est pas si loin. Après ça, c'est sûr que comme c'est ça, on veut pas trop spoiler, mais le deuxième volume va peut-être être meilleure note, justement. Donc à ce moment-là, le premier est quand même relativement essentiel au deuxième. Là, oui. Fait que voilà. Fait que public vraiment jeune, là, je crois que pour les débuts là, mais une des réflexions, tu vois, que j'avais oublié de dire tout à l'heure, c'est aussi que malgré que le public est visiblement plus jeune, il y a beaucoup de textes. On pourrait croire à un comic style blockbuster, ça va vite, tout ça, mais non. Il y a énormément de textes, je trouve, pour un public très jeune. Donc, c'est ça, je suis un peu ambivalent sur le... Bon, mais bon. Après ça, c'est des questions de choix. Fait que ouais, un 11 sur 20 de mon côté. Toi, t'as dit un 16 parce qu'après ça, j'avais dit un 14 arrondi pour les plus jeunes. Là. Voilà, non, mais pour moi, ce serait vraiment, je reste à 14. Mais par contre, ouais, j'avais beaucoup plus aimé la phase 1, évidemment, vu qu'elle était bien intriguée. Puis j'aimais beaucoup plus les personnages de la phase 1, j'avoue. J'avais mis un 17, moi, au tome 1, mais les dessins aussi m'avaient plu, toi, les dessins moins, quoi. Donc moi, j'étais dans les 17, 15 et 16 pour les trois premiers tomes. Donc tu vois, il a descendu un peu, quoi. Donc la tendance générale est similaire, quoi. On a un peu descendu pour ce tome-là, ouais. Mais bon. Excellent. Fait qu'écoute, voilà, c'est quand même sur ces pas si mauvaises critiques là qu'on va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, on vous invite à venir commenter, vous donner votre avis. Est-ce que vous l'avez adoré? Est-ce que vous l'avez détesté? Etc. Donnez-nous votre avis aussi sur le style de dessin qui est très Star Wars Adventure, qui est très, très typique. Peut-être qu'il y en a justement qui adorent ce genre-là. Et on vous invite aussi à partager, vous abonner, la cloche, le pouce, etc. Sur YouTube, ça fait une énorme différence sur le référencement. Voilà, et à rejoindre entre autres notre Discord sur lequel se tient beaucoup de discussions très intéressantes. Donc voilà, sur ce, écoutez, on se retrouve bientôt pour un autre épisode de Comics. Et de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bye. Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.